Généralement, je crois qu'on le présentait les jeudis et là, cette semaine, vu que l'horaire est changé pour tous les chroniqueurs, chroniqueuses, c'est la toute première fois que je vous le présente un vendredi pour sa chronique Jason politique. Précédemment, je vous le présentais comme le petit nouveau venu, là, et plus le nouveau venu, ça fait 2, 3, 4 fois qu'on se parle maintenant. Christian Généreux, bon matin, comment tu vas? Bon matin, ça va bien. C'est la quatrième fois d'ailleurs qu'on se parle en ondes. Bon, Et et j'en là, suis très content. J'en suis très content. J'ai des bons commentaires. Christian, corrige-moi si je me trompe, généralement, les entrevues qu'on accordait ensemble, Jason Politique, étaient le jeudi. Donc, d'entrée juste ce matin, on est vendredi matin. Je vais te demander de te représenter, si tu le veux bien, puisqu'on ne se cachera pas que parfois, que ce soit le jeudi ou le vendredi, des fois, ce n'est pas les mêmes personnes qui écoutent. Alors, présente-toi à nouveau avant de débuter ta chronique, disons un petit 30 secondes. Qui est-il, Christian Généreux? Ben, en fait, je suis un militant qui a été impliqué beaucoup en politique depuis 2012. En fait, le lendemain là, de la loi matraque du gouvernement Charest, si vous vous souvenez, là, suite au conflit étudiant. Donc, pour moi, ça a été un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, le lendemain, j'avais appelé la permanence du Parti québécois pour m'impliquer en politique. Et de fil en aiguille, je me suis impliqué au niveau local. J'ai été président de circonscription. Après ça, j'ai été aussi au niveau régional, au niveau national. J'ai dirigé la campagne de Guy Nantel aussi, là, qui était un des candidats à la chefferie, à la dernière chefferie au Parti québécois. Et depuis la chefferie, j'ai décidé de prendre une petite pause. Par contre, évidemment, on peut sortir le gars de la politique, mais la politique, on la sort jamais du gars. Donc, je regarde quand même toujours ce qui se passe au niveau de la politique, autant au niveau du Québec, mais j'aime aussi beaucoup la géopolitique. Genre, je regarde un petit peu ce qui se passe chez nos voisins canadiens, américains, et aussi un peu ce qui se passe dans le monde. Donc, cette chronique, je peux parler un petit peu de tous ces sujets-là, évidemment, là. C'est ceux qui m'interpellent, les sujets surtout là, qui m'interpellent le plus et qui, je crois que tes auditeurs seraient intéressés à en entendre parler. Et là, si tu me permets intimement, disons, entre moi et toi, on se connaît depuis quelques années. Tu sais, d'entrée de jeu, la personne qui est venue voir à un moment donné pour des événements avec BBCM, où je disais non, je veux pas. Toi, tu disais, ah ouais, Yannick, rouvre ton chakra. Je disais non. Et finalement, tu vois, ça fait plus d'une décennie chaque BBCM. Bon, là, on a assez parlé de nous, Christian, on parle de politique. Maintenant, ce matin, on va débuter le sujet avec le premier sujet ce matin. Le Parti québécois se bat pour sa survie. Je t'écoute, mon cher Christian. Oui, en fait, si vous vous souvenez, juste pour rappeler peut-être un petit peu les résultats du 3 octobre dernier, là, l'élection générale qu'il y a eu au Québec, le PQ n'avait fait élire que 3 députés, mais qui avait quand même recueilli 14,6% du vote populaire, devançant même le Parti libéral du Québec, qui forme aujourd'hui l'opposition officielle parce qu'il y a quand même 21 députés, malgré qu'il y a eu 14,3% du vote recueilli, et Québec solidaire ont fait élire 11 députés avec 15,4% du vote populaire. Pour un parti d'opposition, la reconnaissance officielle, c'est quand même un enjeu fondamental parce que ça a un impact direct sur, entre autres, le financement qui est accordé à un groupe parlementaire, donc, par exemple, le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire, et aussi sur le temps de parole qu'il dispose à la Chambre, donc à l'Assemblée nationale, notamment à la période des questions. Ce qui est sur la table présentement, afin de reconnaître officiellement autant le PQ que Québec solidaire comme groupe parlementaire, c'est que l'opposition libérale va avoir 4,4 millions de dollars sur le budget global là, qui est octroyé pour les partis d'opposition. Donc, c'est 64% du budget global. Québec solidaire, avec 11 députés, va avoir 15,4% du vote, va avoir 1,9 million de dollars, donc environ 28%. Et le PQ recevrait seulement 495 000 dollars, soit 7% du budget global. Si le modèle proposé est retenu, le temps de parole, lui, va être réparti ainsi. Donc, pour chaque cycle de 100 questions, l'opposition libérale va avoir 70 questions, Québec solidaire 25 et le PQ seulement 100. Donc, c'est là qu'il y a un peu le problème parce que on voit ici qu'il y a vraiment une distorsion entre le nombre d'élus et le nombre de votes populaires par parti. Donc, oui, le PQ, QS vont être reconnus comme groupe parlementaire, malgré que la règle actuelle stipule qu'un parti doit avoir soit 12 élus ou 20% du vote populaire pour être reconnu, pour avoir droit à ces budgets-là. Donc, évidemment, le Parti conservateur du Québec, lui, n'aura rien, parce que malgré son 12,91% du vote, ils n'ont eu aucun élu. Mais ce que le Parti québécois
réclame, lui, c'est trois choses. D'abord, ce qu'il veut, c'est qu'il veut avoir un siège au bureau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour c'est chargé, en fin de compte, de gérer le fonctionnement entre les parlementaires et prendre des décisions relatives au fonctionnement de l'Assemblée. Je pense que ça, c'est normal. C'est une demande légitime, tout à fait, parce qu'un groupe parlementaire doit faire partie de ce groupe-là qui gère les opérations. Jusque-là, moi, ça me va. Mais ensuite, de bonifier le budget annuel de fonctionnement, eux, le PQ demande 800 000 net au lieu de 495 000 Moi, pour moi, de mon côté, c'est une question d'équité. C'est bon de distribuer ce budget-là à part égale au prorata des élus par parti. Je crois que c'est la juste chose à faire. Donc, si le budget global est majoré pour permettre au PQ d'avoir ce qu'il demande financièrement, je crois que le budget global pour l'Assemblée nationale au niveau des partis d'opposition devrait être augmenté aussi pour que QS et PLQ en reçoivent davantage. Question d'être équitable. C'est toujours une question d'équité entre le nombre de sièges et que les partis ont à l'Assemblée nationale et l'argent qu'ils reçoivent pour être en mesure d'opérer. L'autre dernier point que le PQ demande, c'est qu'il voudrait avoir la garantie de pouvoir poser au moins une des 9 questions par jour provenant des rangs de l'opposition lors de la période de questions à l'Assemblée nationale. L'argument principal du chef du Parti québécois, lui, dit que les libéraux, eux autres, ils ont 70 questions sur 100 questions, et nous, on en a juste 5, malgré que le PQ a eu le plus de votes que les libéraux. Je veux bien comprendre qu'il y a une distorsion entre les votes populaires et le nombre de députés élus, là. Par contre, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde connaissait les règles quand ils étaient sur la ligne de départ, et ce, sans exception. Là. Au début des élections, tout le monde savait que c'était par les sièges que ça comptait et non par le nombre de votes populaires. Donc, oui, je suis d'accord à une réforme de scrutin. Je pense que tout le monde en est tous d'accord avec ça. Je crois que oui, qu'il n'y a aucun mode de scrutin qui est parfait. Mais cette bataille-là va se poursuivre d'ailleurs le 29 novembre prochain en avant de l'hôtel du Parlement, où c'est des étudiants qui ont initié ce mouvement-là avec une manifestation pour faire en sorte que le gouvernement change le mode de scrutin pour que la prochaine élection, ça soit vraiment davantage, disons, équitable pour l'ensemble du monde et que ça représente davantage le vote populaire. Mais d'ici ce temps-là, il y avait des règles. Les règles ont été établies en fonction du système dans lequel on est présentement. Tout le monde était d'accord avec ça, savait comment jouer leur game. Et il y en a qui ont réussi à mieux jouer la game, disons, durant la dernière campagne électorale que d'autres. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans pris entre l'arbre et l'écorce. Mais on doit quand même faire avec. Et les résultats, les règles actuelles, ce qui est important, là, c'est qu'avec les 3 députés élus, le PQ devrait être très chanceux d'abord et avant tout d'être reconnu comme un groupe parlementaire. Ça, c'est déjà là, une belle victoire. Surtout s'ils sont les premiers députés à faire leur entrée au Salon Bleu sans avoir à prêter allégeance à la couronne britannique. Peu importe si on aime la couronne ou non, mon cher Yannick. Christian, j'ai reçu ici Louise Arel il y a quelques temps, une superbe entrevue. Et là, je lui ai demandé à un moment donné, Madame Arel, dites-moi, là, on le sait bien, parfois il y a des désaccords lorsqu'on est en chambre, etc. Mais je disais, entre moi puis vous, on jase, lorsque c'est le temps, l'après-midi, on se ramasse au Saint-Hubert barbecue, là, est-ce que vous mangez tous ensemble? Et elle m'a répondu d'entrée de jeu que bien sûr que oui. Et des fois, il y a plus de choses qui se règlent pendant un lunch, parce que tout le monde, pour la plupart, du moins, se discute entre eux. Et puis, est-ce que tu crois qu'à l'inverse, il y a un beau jeu qui joue devant une caméra, et puis que tout ça pourrait peut-être s'arranger, disons, à l'extérieur, lors d'un souper ou d'une rencontre quelconque à un moment donné, ou c'est un beau jeu politique pour la télévision? Oui, c'est un beau jeu. Ici, on parle évidemment, entre autres, des questions à l'Assemblée nationale. C'est destiné là, pour l'électorat, en fin de compte, la population, de voir un petit peu ce qui se passe. Mais il y a tu sais, on appelle ça, comme tu dis, dans les restaurants, mais on appelle aussi des rencontres de corridors. Il y a beaucoup de choses dans les corridors de l'Assemblée nationale qui se règlent aussi, ou même au fumoir à l'extérieur, parce que malgré qu'ils ne fument pas à l'Assemblée nationale, il y en a beaucoup de nos élus et du staff politique aussi qui fument. Donc, il y a bien des choses qui se règlent comme ça, qui peuvent se régler comme ça aussi, qui est quand même une bonne chose aussi, là, c'est quand même de bonne guerre. Mais oui, effectivement, là, souvent l'Assemblée nationale, c'est plus un show. Et si vous vous souvenez, le président actuel, quand il était député, il parlait à la caméra de l'Assemblée nationale, pareil comme quand il était à la télé. C'était très, très drôle. Donc, oui, c'est un show aussi en même temps, on se comprend, là.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent hors chambre. Christian, je te garde avec moi. On va chercher un refill de café après la pause musicale. On discutera notamment de la commission d'enquête Rouleau. On va en pièce musicale avec la pièce qui s'appelle Stompa de Serena Ryder. Et maintenant, ce vendredi matin, comme tous les vendredis d'ailleurs, jusqu'à la conclusion de cette belle troisième saison de l'émission Bon Matin, à 7h30, c'est la chronique de Christian Généreux. Si vous dites, coudonc, me semble, l'habitude c'était le jeudi, ces chroniques. Vous avez bien raison. Les chroniques sont transférées à Christian Généreux le vendredi matin pour Jason Politique. Et là, ce matin, en deuxième partie, on jase de la commission d'enquête Rouleau. Je t'écoute, mon cher Christian. Merci, mon cher Yannick. Alors, écoutez, c'est sur la nécessité d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence suite au convoi de la liberté en janvier dernier. Donc, pour cette semaine, c'est une grosse semaine pour le gouvernement Trudeau. Comme pas un, ni deux, ni trois, mais bien 7 ministres qui ont témoigné. En plus du premier ministre, Justin Trudeau lui-même, qui va témoigner aujourd'hui. Donc, pour remettre un peu en contexte, le 8 janvier dernier, le gouvernement fédéral a annoncé que les camionneurs qui doivent traverser la frontière états-unienne doivent être vaccinés. À ce moment-là, il y a un mouvement de contestation qui a vu le jour par ces mêmes camionneurs, mais aussi ce mouvement a été pris d'assaut par les contestataires des mesures sanitaires dans son ensemble. Donc, les contestataires, alimentés par les leaders complotistes notoires, décident de s'impliquer et contribuer à l'organisation du convoi de la liberté qui est arrivé d'un peu partout au pays là, pour culminer à la colline parlementaire, si on se souvient bien, à Ottawa le 29 janvier, et c'était pour s'y installer. La capitale est sous le siège. Comme après 3 semaines, les convoyeurs y sont toujours. Ce n'était plus une manifestation, mais bien une occupation. Mais somme toute, le tout se faisait quand même dans le calme et dans la paix. Mais qu'est-ce que la police d'Ottawa a fait pendant tout ce temps-là? Du mieux qu'il pouvait, parce qu'il était débordé. Mais qu'est-ce que le gouvernement de l'Ontario, pendant ce temps, faisait? Pas grand-chose, disons, si on se souvient. Il se faisait tirer l'oreille. Puis depuis, il était très difficile de demander aux remorqueurs de déplacer les camions et les véhicules qui occupaient les rues d'Ottawa pour faire le ménage, comme ils étaient eux-mêmes des manifestants. Pendant les témoignages lors de la commission, les divers corps policiers disent qu'il y avait d'autres moyens que la loi sur les mesures d'urgence pour démanteler cette occupation de la colline parlementaire. Mais les résultats, de toute évidence, n'y étaient pas. Est-ce que c'était par incompétence, par choix politique? Peut-être que cette commission d'enquête-là va être en mesure de faire la lumière sur cette situation-là précisément. Mais là, c'est que le mouvement prenait de l'ampleur, avec entre autres 2 blocus, soit un à Hamilton, mais aussi un à Coutts en Alberta. Et quand ils ont démantelé celui à Coutts en Alberta, ils ont découvert que ceux-ci étaient lourdement armés et que les manifestants étaient même prêts à mourir pour la cause. Là, on est rendu le 13 février. C'est là qu'il y a eu ce démantèlement-là, la veille de l'annonce du gouvernement Trudeau à recourir à la loi sur les mesures d'urgence, soit une dizaine de jours après le début des blocus autant à Hamilton qu'en Alberta. Donc ça a vraiment beaucoup inquiété autant le ministère de la Sécurité publique, le gouvernement, en fin de compte, et en même temps, le gouvernement se cherchait, disons, un allié apolitique pour cautionner de réclamer cette loi sur les mesures d'urgence-là. Et c'est le directeur des services canadiens de renseignement et de sécurité, là, l'espion en chef du Canada, là, du SCRS, qui a donné, en fin de compte, son aval au gouvernement au même moment que le démantèlement en Alberta. Donc, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Parfait. Le 14 février, la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée. Juste pour remettre un petit peu en contexte, c'est quoi ça, la loi sur les mesures d'urgence? Premièrement, avant, cette loi-là s'appelait la loi sur les mesures de guerre, qui avait été créée par le père, Pierre Elliott Trudeau, qui avait utilisé lors de la crise d'octobre en 70, si vous vous souvenez. Donc là, avec le temps, évidemment, cette loi-là a changé de nom, a changé un petit peu aussi, elle s'est élargie un petit peu plus, mais avec cette loi-là, c'est que ça donne au gouvernement tous les pouvoirs pour réquisitionner des biens, des services, des personnes. Le gouvernement peut dire aux gens où aller, où ne pas aller. En fait, il y a très peu de limites à ce que peut faire le gouvernement quand cette loi-là est invoquée. Donc, malgré que les 2 blocus, soit à Hamilton, soit à Coutts, étaient bien démantelés à Ottawa, les opposants aux mesures sanitaires occupaient toujours les rues du centre-ville avec environ 400 camions et véhicules qui étaient installés, appuyés par une organisation bien rodée. Il y avait des tentes, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait même un jacuzzi, il y avait des tables se réchauffer, il y avait des feux de camp. C'était vraiment une occupation. Donc, cette loi a permis, entre autres, premièrement, de saisir les avoirs financiers
Hein, si tu te souviens, là, il avait réussi avec GoFundMe à récolter des millions et des millions de dollars pour financer leurs activités. Mais aussi, ça a permis à la GRC et à l'armée de prendre le plein contrôle des opérations en obligeant maintenant les remorqueurs, qui faisaient partie des manifestants, à faire leur travail et à faire le ménage et à retirer l'ensemble des véhicules du centre-ville d'Ottawa. Mais aussi, c'est que ça a permis d'envoyer un message clair au mouvement contestataire que la récréation était terminé. Donc, dans les circonstances. Oui, attends, je m'excuse. Ouais, il nous reste 1 minute. Alors, le mot de la fin en 1 minute. Puis après, ben, si tu veux, on poursuivra notre entretien la semaine prochaine sur ce sujet. En fait, cette commission d'enquête-là est en train de déterminer est-ce que cette loi-là était nécessaire ou non. C'est pas vraiment de trouver des coupables, donc c'est un peu le but. Par contre, pour terminer le tout, c'est que les organisateurs du Convoi de la liberté veulent récidiver. Donc, en février prochain, là, 1 an après avoir été expulsé, juste à temps pour le dépôt du rapport de cette commission d'enquête-là sur la mesure d'urgence, ils veulent récidiver et refaire un autre convoi de la liberté qui va culminer à Ottawa. C'est de voir est-ce qu'ils vont avoir appris de leurs erreurs et est-ce qu'ils vont continuer à occuper, est-ce qu'ils vont commencer à occuper à nouveau la colonne parlementaire ou ça va être juste une manifestation qui va durer quelques heures ou au maximum quelques jours, c'est à voir. Merci Christian Généreux de notre entretien ce matin. Je vous invite à le suivre notamment. Christian, tu es sur les réseaux sociaux. Si on veut te suivre pour tes opinions politiques, on peut te suivre à quel endroit? Oh oui, Twitter, pour le moment. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Elon Musk. Il est en train de détruire cette plateforme-là. Mais bon, pour le moment, toujours Twitter. On peut me trouver aussi sur Facebook sans aucun problème. C'est les 2 endroits où je publie d'ailleurs mes chroniques et où lesquels vous pouvez commenter et que vous pouvez réagir sans problème. Il s'appelle Christian Généreux. Je te souhaite un beau week-end. Christian, plaisir de jaser vendredi prochain, 7h30 pour Jason Politique. Vous écoutez l'émission Bon Matin. Mon organique day. Je te souhaite un bon début de journée en ce vendredi 25 novembre.